3 mois suffisent et 83 000 foyers changent de cap. Dans la région de Manet, longtemps marquée par cheptels décimés et familles déplacées, des kits de volailles et de bétail restituent des actifs, renforcent la résilience et rivalisent avec des programmes aux budgets colossaux. En quelques semaines, les premiers cycles de reproduction fournissent consommation, vente, échange et confiance. Que devient un pays quand l'échelle passe du foyer au territoire et que la vision d'Ibrahim Traoré fait d'un geste modeste un test national de souveraineté? La dynamique se propage, presque organiquement, et l'attente d'assistance recule. Ce récit fait une promesse simple: montrer comment un dispositif léger peut produire des effets lourds, et pourquoi cela compte au-delà des villages concernés. Pour le spectateur, le bénéfice est clair. Comprendre, en quelques minutes, comment l'autonomie économique peut redémarrer vite quand les leviers se sont bien choisis. L'enjeu réel dépasse pourtant l'aide aux ménages pauvres. Il s'agit d'un test grandeur nature sur la capacité d'un pays à reconstruire sa base productive avec peu de ressources, dans un contexte de fragilité sociale et sécuritaire persistante. Si le programme échoue, il rejoindra la longue liste des initiatives ponctuelles, sans lendemain. S'il tient, il remet en cause une dépendance structurelle à l'assistance extérieure et redéfinit la notion même de développement rural. Derrière chaque kit d'élevage se joue donc une question stratégique. Peut-on recréer de la résilience économique à partir d'outils simples, reproductibles et locaux, comme le propose l'approche portée par Ibrahim Traoré? La réponse ne se trouve pas dans les discours, mais dans les premiers résultats observables. Un premier signal est apparu très vite. Environ 83 000 bénéficiaires ont constaté un changement concret dans leurs ressources animales en moins de 3 mois. Un autre signal, plus discret mais décisif, tient à la diffusion organique du modèle, passer du foyer isolé à des grappes de villages entiers, sans impulsion extérieure supplémentaire. Ce double constat tranche avec les expériences passées. Dans de nombreuses zones rurales du Burkina Faso, notamment autour de Mané, les années précédentes avaient été marquées par des pertes répétées, cheptels détruits, déplacements forcés, actifs productifs réduits. Néant. Les ménages survivaient dans l'attente d'aides irrégulières, sans base de redémarrage autonome. C'est précisément dans ce vide productif que l'approche impulsée par Ibrahim Traoré a pris sens. Le principe était volontairement minimaliste. Restituer une base d'élevage capable de se multiplier rapidement. Volailles, chèvres, parfois bovins ou porcs, accompagnés d'un appui technique élémentaire. Rien de spectaculaire à première vue. Pourtant, dès les premières semaines, un glissement s'est opéré dans la perception locale. Les animaux n'étaient plus vus comme des dons ponctuels, mais comme des actifs vivants, porteurs de revenus futurs et de sécurité alimentaire. À mesure que les cycles de reproduction démarraient, les excédents apparaissaient, d'abord pour la consommation, puis pour la vente ou l'échange. Ce passage progressif de la survie à la production a enclenché une dynamique de confiance, renforcée par l'observation mutuelle entre villages voisins. Ainsi, ce qui semblait être une aide ciblée s'est transformé en test national de reconstruction productive, aligné avec la vision d'Ibrahim Traoré. La dynamique du programme s'est incarnée très tôt à travers des trajectoires individuelles devenues des repères collectifs. Dans la région de Mané, une veuve, longtemps dépendante d'aides irrégulières, a reçu un kit modeste composé d'un coq, de 3 poules et d'un appui alimentaire de départ. En moins de 2 mois, les premières pontes ont dépassé les besoins du foyer. Les œufs ont été vendus sur le marché local, puis quelques volailles échangées contre des biens essentiels. Ce basculement, discret mais décisif, a marqué le retour d'un revenu et d'une marge de choix. Un autre cas illustre la même logique sous un angle différent. Un jeune déplacé interne, ayant perdu son troupeau lors de crises antérieures, s'est vu attribuer un petit lot de chèvres. Avec un accompagnement technique élémentaire, il a sécurisé l'enclos familial, stabilisé l'alimentation et obtenu ses premières mises. Bas,
avant la fin du 3e mois. Au-delà du revenu retrouvé, c'est sa place économique au sein de la communauté qui a été restaurée. Ces histoires ne sont pas des exceptions isolées. Elles ont servi de signaux de crédibilité pour des familles encore hésitantes. En observant des résultats concrets chez leurs voisins, les ménages ont commencé à projeter leur propre trajectoire de reconstruction. Cette circulation de preuves locales a accéléré l'adhésion au programme, sans campagne incitative supplémentaire. L'effet précoce est clair. Lorsque des moyens simples redonnent la capacité de produire, la dépendance recule vite. C'est cette capacité d'agir retrouvée au cœur de l'approche soutenue par Ibrahim Traoré qui transforme une aide ponctuelle en levier durable. Au départ, le programme s'est enclenché comme une opération classique de distribution ciblée. Les premiers kits d'élevage ont été remis à des ménages identifiés comme les plus vulnérables, dans des zones où les pertes économiques avaient été les plus lourdes. L'objectif affiché était volontairement sobre, permettre un redémarrage minimal de l'activité productive à l'échelle du foyer. À ce stade, rien ne distinguait encore cette initiative de nombreuses autres tentatives passées, souvent limitées dans le temps et dans leurs effets. Les premiers jours ont pourtant introduit une rupture. L'arrivée simultanée des animaux dans plusieurs villages a créé un effet d'activation collective. Les familles ont dû agir immédiatement, construire ou réparer des enclos, organiser l'alimentation, partager des informations pratiques. Cette mobilisation rapide a enclenché un changement de posture. Les bénéficiaires ne se percevaient plus comme des récepteurs passifs, mais comme des gestionnaires responsables d'un capital vivant. Ce déplacement psychologique marque le véritable point de départ du programme. Le point de bascule est survenu avec les premiers cycles de reproduction. En quelques semaines, les ménages ont constaté que les animaux se multipliaient plus vite que prévu. Les œufs, le lait ou les chevreaux ont commencé à générer des surplus. À ce moment précis, la logique du programme a changé d'échelle. Il ne s'agissait plus seulement de sécuriser la consommation du foyer, mais d'arbitrer entre vendre, échanger, conserver ou réinvestir. Cette capacité de choix, absente jusque-là, a modifié les dynamiques locales. Très vite, l'effet s'est propagé au-delà des bénéficiaires directs. Les marchés villageois ont vu réapparaître des produits animaux en quantité suffisante. Des échanges informels se sont structurés. Des artisans ont été sollicités pour fabriquer des enclos. Des jeunes ont trouvé des revenus dans l'appui ou la formation. Cette diffusion en chaîne n'était pas planifiée à l'origine, mais elle a consolidé le programme en l'ancrant dans les pratiques quotidiennes. Les répliques se sont ensuite manifestées à un niveau plus large. Des villages voisins, initialement non ciblés, ont commencé à reproduire certaines pratiques observées. La confiance s'est installée, alimentée par des preuves visibles plutôt que par des discours. C'est à ce stade que l'initiative a pris une dimension stratégique. Ce qui avait commencé comme une aide ponctuelle s'est affirmé comme un levier de reconstruction économique territoriale. Dans cette séquence, la vision portée par Ibrahim Traoré apparaît clairement. Créer une dynamique où l'impact immédiat déclenche des effets durables, capables de se renforcer sans dépendre entièrement d'un soutien extérieur continu. Le point de départ était faible, presque nul. Avant le programme, une grande partie des ménages ciblés ne disposaient plus d'aucun cheptel exploitable, après des années de pertes successives. La production animale locale était insuffisante pour couvrir les besoins alimentaires, et les revenus tirés de l'élevage étaient marginaux, voire inexistants. C'est sur cette base fragile que l'initiative s'est déployée, ce qui rend les évolutions observées particulièrement lisibles. Un indicateur clé apparaît. 83 000 bénéficiaires directs recensés en moins de 3 mois, répartis dans plus de 150 villages. Ce chiffre ne mesure pas seulement une couverture géographique. Il indique la vitesse d'absorption du programme par les communautés rurales, sans phase longue d'appropriation. Autrement dit, le dispositif n'est pas resté bloqué au stade pilote. Il a immédiatement changé d'échelle. Un autre indicateur, plus révélateur de l'impact économique, apparaît. Une hausse d'environ 300% de la production locale de volailles dans les zones concernées. Avant l'intervention, ces régions dépendaient largement d'apports extérieurs pour les œufs et la viande.
Après quelques cycles de reproduction, les excédents sont devenus visibles. Cette progression rapide montre que le levier choisi, la reproduction animale, agit plus vite que des cultures agricoles classiques, souvent soumises à des contraintes saisonnières lourdes. Un troisième indicateur, structurant, apparaît. Une augmentation moyenne de 45% des revenus des ménages bénéficiaires. Ce chiffre résulte d'un suivi mensuel effectué localement et ne se limite pas à la vente directe d'animaux. Il inclut les revenus issus des œufs, du lait, de la viande, mais aussi des emplois périphériques créés autour de l'élevage. En pratique, cela signifie que l'impact dépasse le foyer pour toucher l'économie locale dans son ensemble. Un autre chiffre complète ce tableau. Plus de 70% des familles bénéficiaires ont atteint une forme d'autonomie alimentaire mesurable. Elles couvrent désormais l'essentiel de leurs besoins nutritionnels grâce à leur propre production. Ce basculement réduit la vulnérabilité face aux chocs extérieurs et diminue la dépendance aux aides d'urgence, souvent irrégulières. Enfin, les effets indirects confirment la solidité du modèle. Les réinvestissements dans les infrastructures locales ont progressé d'environ 35% dans certaines zones rurales. Puis, installations solaires, espaces de stockage ont été financés par des revenus issus de l'élevage. Cette donnée montre que le programme génère non seulement des flux économiques, mais aussi une capacité d'investissement collectif. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent une trajectoire cohérente. Le passage du manque initial à des gains mesurables illustre la logique défendue par Ibrahim Traoré. Activer des leviers simples, rapides et reproductibles pour enclencher une transformation économique durable. Deux lignes d'argumentation s'opposent désormais autour du programme de kits d'élevage. La première, largement favorable, y voit un modèle exemplaire de redémarrage économique rural. Ses défenseurs soulignent la rapidité des résultats, la simplicité des moyens mobilisés et la capacité des ménages les plus fragiles à retrouver une base productive sans dépendre d'infrastructures lourdes. Selon eux, la combinaison entre reproduction animale, revenus rapides et réinvestissements locaux prouve qu'une intervention ciblée peut générer des effets structurels. La seconde ligne, plus critique, mérite d'être prise au sérieux. Elle avance deux objections principales. D'abord, le risque de dépendance indirecte. Même si les ménages produisent, le modèle pourrait rester fragile sans un soutien continu en formation vétérinaire, en accès au marché et en infrastructure. Ensuite, la crainte d'un déséquilibre des marchés locaux. Une augmentation rapide de la production animale pourrait entraîner une baisse des prix, réduire les marges des éleveurs et freiner la dynamique à moyen terme si la transformation et la distribution ne suivent pas. Ces critiques ne sont pas théoriques. Elles s'appuient sur des échecs observés ailleurs, où des gains initiaux se sont essoufflés faute d'écosystèmes économiques suffisamment solides. C'est précisément pour cette raison que les données disponibles sont centrales dans l'évaluation du programme actuel. Les observations de terrain montrent d'abord que la majorité des villages bénéficiaires n'attend pas passivement un appui supplémentaire. Les ménages gèrent la croissance de leur cheptel, diversifient leurs revenus et réinvestissent dans des infrastructures locales, souvent de manière collective. Cette capacité d'auto-organisation réduit le risque de dépendance prolongée. Par ailleurs, l'émergence de micro-entreprises locales, notamment dans la transformation des produits animaux, indique que l'offre commence à s'adapter à la hausse de la production. Autrement dit, le système ne repose pas uniquement sur son impulsion initiale. Il évolue vers un écosystème économique interne, capable d'absorber les tensions et de s'ajuster. C'est sur ce point que l'approche associée à Ibrahim Traoré se distingue. Elle ne promet pas l'absence de défis, mais mise sur la capacité locale à les traiter de l'intérieur. Jusqu'ici, les kits d'élevage pouvaient encore être interprétés comme une réponse efficace à l'urgence rurale. La révélation de mi-parcours est ailleurs. Ce qui change réellement la trajectoire du programme, c'est le passage d'une logique de soutien à une logique de structuration. À ce stade, les villages ne se contentent plus de produire. Ils commencent à organiser, coordonner et projeter leurs gains dans le temps. Ce basculement est si visible lorsque les ménages cessent de raisonner à court terme. Les décisions ne portent plus seulement sur la vente immédiate d'un animal ou d'un surplus,
mais sur la conservation de reproducteurs, la diversification des élevages et la mutualisation de certains moyens. Autrement dit, la temporalité s'allonge. L'économie locale commence à intégrer l'idée de cycle, de prévision et de stabilité. C'est là que la portée politique du programme apparaît clairement. La vision d'Ibrahim Traoré ne s'exprime pas uniquement dans l'acte de distribution, mais dans l'espace laissé aux communautés pour structurer leur propre dynamique. L'État n'impose pas un modèle fermé. Il déclenche un mouvement, puis observe comment il se renforce de l'intérieur. À mi-parcours, le programme cesse donc d'être perçu comme une aide performante. Il devient un indicateur de souveraineté en construction, mesurable non seulement par des chiffres, mais par des comportements économiques nouveaux. Au niveau des ménages, l'effet est le plus immédiat et le plus visible. Les familles autrefois contraintes à une économie de survie disposent désormais de sources régulières de nourriture et de revenus. Les œufs, le lait, la viande et les animaux reproducteurs améliorent la nutrition tout en générant des surplus vendables. Dans de nombreux foyers, ces revenus ont permis de financer des dépenses longtemps repoussées, comme la scolarisation des enfants, la rénovation de l'habitat ou l'achat d'outils agricoles. La dépendance aux aides extérieures recule nettement, remplacée par une capacité de décision retrouvée. À l'échelle de l'économie locale, la dynamique devient cumulative. Les marchés villageois se sont enrichis de produits animaux auparavant rares ou absents. Autour de l'élevage, de nouvelles activités apparaissent. Vendeurs d'aliments pour bétail, artisans construisant des enclos, petits commerçants spécialisés dans la transformation des produits. La circulation monétaire s'intensifie et reste davantage ancrée dans les territoires. Cette diversification progressive réduit la vulnérabilité des villages face aux chocs extérieurs et renforce leur cohésion économique. Sur le plan de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement, les effets se sont plus structurels. La reconstitution du cheptel fournit des engrais organiques, améliorant la fertilité des sols et réduisant la dépendance aux intrants coûteux. La régularité de la production animale stabilise les cycles alimentaires et soutient les cultures associées. Par ailleurs, un élevage mieux structuré limite certaines dégradations environnementales, car les ressources sont utilisées de manière plus équilibrée et prévisible. Le système tend ainsi vers un équilibre plus durable entre production et environnement. Enfin, à l'échelle régionale, l'expérience dépasse les frontières nationales. Le Burkina Faso apparaît comme un laboratoire de résilience rurale, attirant l'attention de pays voisins confrontés à des défis similaires. Des régions frontalières commencent à observer, puis à reproduire certaines pratiques. Cette diffusion renforce la crédibilité du pays et ouvre des perspectives de coopération agricole régionale. Dans cette articulation entre impact interne et influence externe, la vision d'Ibrahim Traoré trouve une traduction concrète. Transformer une amélioration locale en levier de positionnement régional. Ces 4 niveaux montrent que le programme ne produit pas seulement des résultats ponctuels. Il redessine progressivement les équilibres économiques, sociaux et territoriaux. Si la dynamique se prolonge sans rupture, la dynamique actuelle se maintient à un rythme soutenu mais maîtrisé. Le nombre de bénéficiaires augmente progressivement, passant du noyau initial à une couverture plus large des zones rurales. Les ménages déjà stabilisés poursuivent leur production avec un besoin limité d'assistance extérieure, tandis que les nouveaux entrants bénéficient de l'expérience accumulée localement. Les principaux défis concernent la logistique, la formation continue et l'accès au marché. Mais ils restent contenus. Dans cette trajectoire, le pays consolide ses gains et renforce une autonomie agricole partielle, sans bouleversement brutal des équilibres existants. Si les conditions deviennent plus favorables, la dynamique pourrait s'intensifier. La reproduction rapide du cheptel, combinée à une meilleure organisation des chaînes de transformation et de distribution, pourrait entraîner une expansion accélérée du modèle. En moins d'1 an, le nombre de familles concernées pourrait doubler, voire tripler, incluant certaines zones périurbaines. Les revenus augmenteraient de manière plus homogène,
soutenant des investissements collectifs plus ambitieux dans l'eau, l'énergie ou le stockage. Cette trajectoire renforcerait la crédibilité régionale du Burkina Faso et positionnerait l'approche soutenue par Ibrahim Traoré comme une référence en matière de résilience agricole. À l'inverse, il faut aussi envisager une trajectoire plus contrainte. Des obstacles cumulatifs pourraient ralentir la progression. Saturation des marchés locaux, insuffisance des infrastructures de transformation ou dégradation du contexte sécuritaire dans certaines zones. Dans ce cas, la production continuerait d'exister, mais avec des marges réduites et une capacité d'expansion limitée. Le programme conserverait ses effets positifs à court terme, mais nécessiterait des ajustements importants pour éviter l'essoufflement et préserver les acquis. Face à ces trajectoires possibles, une recommandation transversale s'impose. La clé réside dans l'anticipation et l'adaptation. Renforcer progressivement les capacités locales, sans alourdir le dispositif initial, permettrait d'accompagner la croissance tout en conservant la simplicité qui fait la force du modèle. C'est dans cet équilibre que la vision d'Ibrahim Traoré peut continuer à produire des effets durables. À ce stade, le programme ne concerne plus seulement des villages éloignés ou des statistiques agrégées. Il interroge directement la manière dont chacun perçoit les leviers du changement. Pour un citoyen engagé, il montre que l'autonomie économique ne nécessite pas toujours des dispositifs complexes, mais des outils adaptés aux réalités locales et une confiance accordée aux bénéficiaires. L'impact n'est pas abstrait. Il se lie dans des décisions quotidiennes, rendues possibles par des revenus réguliers et une production maîtrisée. Pour les acteurs du développement, des ONG ou des décideurs publics, l'expérience offre un cadre de réflexion concret. Elle suggère qu'une aide efficace ne se limite pas à compenser un manque, mais à restaurer une capacité d'action. Le spectateur peut y voir une invitation à repenser les modèles d'intervention, en privilégiant des mécanismes reproductibles, mesurables et rapidement appropriables par les communautés elles-mêmes. Pour les jeunes, les étudiants ou les entrepreneurs sociaux, le message est tout aussi direct. Le programme illustre qu'une innovation pertinente n'est pas forcément technologique. Elle peut résider dans l'agencement simple de ressources existantes, combiné à une vision claire et à un accompagnement minimal. Cette lecture ouvre des pistes d'engagement, que ce soit par la formation, la sensibilisation ou le soutien à des initiatives locales similaires. En filigrane, l'approche portée par Ibrahim Traoré pose une question personnelle aux spectateurs. Face à des contextes de fragilité, cherchons-nous à assister durablement ou à rendre capable? La réponse conditionne la nature des projets que nous soutenons et la manière dont nous mesurons leur succès. Pour transformer un programme efficace en un modèle stable et extensible, une trajectoire opérationnelle claire s'impose. La première étape consiste à renforcer la formation technique locale. Les bénéficiaires doivent maîtriser les bases de la nutrition animale, de la gestion sanitaire et de la reproduction. Des équipes locales permanentes, ancrées dans les villages, permettent d'assurer ce suivi sans recréer une dépendance lourde à des acteurs externes. La deuxième étape vise à structurer les chaînes de transformation et de distribution. À mesure que la production augmente, il devient essentiel d'organiser la collecte, le stockage et la transformation des produits animaux. Cette structuration évite la saturation des marchés locaux et stabilise les revenus des éleveurs, tout en conservant la valeur ajoutée dans les territoires. Ensuite, le développement progressif des infrastructures de base conditionne la montée en puissance du modèle. Accès à l'eau, énergie solaire, espaces de stockage et petits équipements collectifs permettent aux villages d'absorber une production croissante sans rupture logistique. Ces investissements sont souvent financés par les revenus générés localement, renforçant l'autonomie du système. Une étape suivante concerne la diversification des mécanismes de financement, des partenariats alignés sur les principes d'autonomie, combinés à des formes d'investissement communautaire, sécurisent la continuité du programme, sans en modifier la philosophie initiale. Enfin, l'extension de la coopération régionale offre une perspective stratégique. Le partage d'expériences avec les pays voisins consolide les acquis
et favorise l'émergence d'un espace de résilience agricole plus large. C'est dans cette architecture progressive que la vision d'Ibrahim Traoré trouve sa pleine cohérence, reliant action locale et transformation durable. Dans les villages où tout a commencé, le symbole est resté simple. Un animal, parfois quelques volailles, parfois une chèvre, parfois un petit troupeau recomposé. Ce motif revient sans cesse dans les récits locaux, non comme un détail technique, mais comme un point de bascule intime. Là où il n'y avait plus que l'attente, il y a désormais un rythme, des soins quotidiens, des décisions à prendre. La renaissance économique s'est matérialisée dans ces gestes ordinaires. Le plus frappant n'est pas la vitesse seule, mais la transformation du regard. Les bénéficiaires ne se définissent plus par ce qu'ils ont perdu, mais par ce qu'ils peuvent faire croître. Les animaux ne sont plus de simples reproducteurs. Ils deviennent des repères, des garanties, parfois même une fierté retrouvée. Cette évolution silencieuse explique pourquoi la dynamique s'est enracinée si rapidement. En filigrane, la vision d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme un programme que comme une orientation. Redonner des moyens concrets, laisser l'espace à l'initiative locale, accepter que la transformation se fasse de l'intérieur. Ce choix a produit plus qu'une amélioration matérielle. Il a recréé une projection dans l'avenir. Et, pas à pas, un animal à la fois, une trajectoire a changé. Le programme de kits d'élevage ne se résume plus à une réussite locale au Burkina Faso. Il pose désormais une question plus large, presque universelle. Que se passe-t-il lorsqu'une politique publique choisit de faire confiance aux capacités locales plutôt que de multiplier les mécanismes d'assistance? L'expérience montre qu'un levier simple, bien ciblé, peut déclencher des transformations durables, là où des approches plus lourdes échouent. Pour les décideurs, les acteurs du développement et les observateurs internationaux, cette trajectoire invite à revoir certaines certitudes. Elle suggère que la durabilité ne naît pas uniquement de volumes financiers importants, mais de la cohérence entre les outils proposés et les réalités vécues par les communautés. La vision portée par Ibrahim Traoré illustre cette approche pragmatique, où l'impact se mesure autant en comportement qu'en chiffres. Pour chacun d'entre nous, la réflexion peut être plus personnelle. Dans nos propres contextes, quels sont les leviers simples que nous négligeons ? Quelles initiatives locales pourraient gagner en force si elles étaient pensées comme des moteurs d'autonomie plutôt que comme des aides temporaires? La discussion reste ouverte. Partager des idées, confronter des expériences, questionner les modèles existants, c'est souvent ainsi que les solutions les plus robustes émergent. Et vous, comment imagineriez-vous l'adaptation de ce modèle dans d'autres régions du monde ?